Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout. D'après le dernier rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, rendu public en juin 2021, 82,4 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Cela représente une augmentation supplémentaire de 4% par rapport au chiffre record de 79,5 millions fin 2019. Qu'ils soient obligés de fuir leur pays pour des raisons politiques, économiques ou climatiques, chacune de ces personnes est un individu singulier et une chance pour l'autre et pour la société. Comment agir pour l'inclusion des personnes migrantes et réfugiées ? Comment faire pour que la société et les femmes et les hommes qui la composent changent de regard sur la question migratoire ? Comment traverse-t-on 10 ans de militantisme et d'entrepreneuriat social sur ces sujets ? Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Alice Barbe, cofondatrice et CEO de Singa, boursière de la Fondation Obama, activiste et désormais autrice. Je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social. Cela fait bientôt 7 ans que j'ai cofondé Care News, le média des acteurs de l'engagement, et je suis heureuse de vous accueillir pour le dernier épisode de la saison 5 de Changer la norme, le podcast qui interroge sans langue de bois les entrepreneurs sociaux et à impact. Aujourd'hui, avec Alice, nous allons parler des questions migratoires et de l'inclusion des personnes réfugiées, de liens, d'humanité, d'entrepreneuriat, de burn-out, de militantisme, d'économie sociale et solidaire et même de Barack Obama. Je vous souhaite une bonne écoute de cet échange qui m'a beaucoup nourri. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast et à le partager pour que tous ensemble, nous puissions changer la norme. Bonjour Alice. Salut. Tu vas bien ? Au top. Au top. Eh bien écoute, je suis très contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est la première fois que tu passes dans Changer la norme. Et je suis ravie. Mais moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler de toi, de Singa, d'entrepreneuriat social, de ton parcours. Tu viens aussi de sortir un livre, on en dira quelques mots pour que les gens puissent l'avoir pour l'été et le lire sur la plage, à la montagne ou au bureau. Alors, Alice, est-ce que tu peux rapidement, mais on va pas spoiler ton livre, nous raconter ton parcours avant Singa ? Mon parcours avant Singa, c'est que je travaillais aux Nations Unies parce que depuis toute petite, j'avais un peu cette envie d'avoir un impact positif sur le monde. Et du coup, il y avait un peu ce fantasme que, tiens, je vais faire Sciences Po, je vais aller à l'ONU. Ça pourrait combler mes attentes. Et en fait, à 25 ans, je me retrouve aux Nations Unies, à l'UNEP, à Montréal. Et là, je m'aperçois que la plupart des décisions, enfin toutes les décisions, sont prises derrière des rideaux, sous forme de négociations sur lesquelles on n'a pas forcément de visibilité. Et à cette époque, on est en 2012, on sait que la crise climatique est là, on sait qu'il y a une forme de compte à rebours vis-à-vis du réchauffement. Et moi, je suis au programme des Nations Unies pour l'environnement et la biodiversité. Et en fait, c'est pas du tout un sujet. Les sujets vont d'abord aller, par exemple, sur comment les herbes ayurvédiques en Inde vont pouvoir aider la médecine, ce qui est très bien. Mais j'ai l'impression que les personnes ne se saisissent pas du tout de l'urgence. Et ça m'écœure très vite. Et ce qui m'écœure encore plus, c'est que les personnes de la société civile, les citoyens, ne sont pas du tout pris en compte dans ces décisions. Donc, je rentre en France. Et c'est là que l'aventure Singa démarre, autour de la migration, en embarquant avec nous les personnes concernées et tout plein de gens. Ah, moi je sais, mais est-ce que tu veux bien raconter aux auditeurs la naissance de Singa qui est un peu informelle, enfin, c'est surtout un lieu de... Il me semble que c'est la discussion avec les cofondateurs et autour d'une problématique, parce que c'est quand même rare de se dire à 25 ans, tiens, je vais monter une asso avec plusieurs personnes et y consacrer toute ma vie, alors que tu aurais pu trouver une autre carrière. En fait, à ce moment-là, quand j'arrive à Paris, j'ai 25 ans, je rencontre deux copains, Nathanaël Moll et Guillaume Capel, et eux ont une expérience terrain dans l'humanitaire à l'étranger, avec des demandeurs d'asile.
Et moi qui viens des grandes institutions et eux plus du terrain, on se dit, mais en fait, les gros sujets de société et la migration, c'est évidemment au cœur, ne sont pas hyper bien pris en compte, notamment en termes de narratif. Quand on parle de réfugiés, quand on parle de migration, on voit toujours soit un prisme humanitaire, soit un prisme sécuritaire. On voit pas ce que les personnes qui arrivent dans un pays peuvent apporter. On les voit à la télé, mais on les voit pas en vrai. Et du coup, on se dit, finalement, l'ONG de nos rêves, on va la créer. Alors, bien sûr, c'est un petit peu compliqué au départ parce que on veut accompagner des entrepreneurs qui sont migrants ou réfugiés. On veut créer du lien entre des locaux et des nouveaux arrivants, mais on n'a pas d'argent et on démarre de façon très très grassroots. Et en fait, on va voir des personnes réfugiées, demandeuses d'asile. On leur dit, voilà, salut, de quoi t'as envie ? Et en fait, la majorité des personnes nous disent, au-delà d'un travail, un logement, ils disent, mais moi, j'ai envie d'avoir des potes, j'ai envie de me faire des amis, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie que Pôle emploi arrête de me proposer des jobs qui me correspondent pas du tout. J'ai envie que mes profs de français arrêtent de me prendre pour un enfant en m'expliquant être et avoir et le passé composé en permanence sans du tout écouter ce que moi j'ai à dire ou ce que j'ai à apporter. Et à partir de là, au début on est 3, mais très vite on est 30, puis on est 3000. Aujourd'hui, Singa, c'est une ONG internationale. Il y a 50 000 personnes dans le mouvement qui se rencontrent, qui font des événements, que ce soit du sport, du théâtre, la fête, des apéros. Tout le temps, dans certaines villes, il y a jusqu'à 40 événements par semaine, comme à Lyon, à Bruxelles ou à Montréal. Et aussi aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs autour de la migration. On a une dizaine d'incubateurs en Europe où les porteurs de projets, à la fois des personnes migrantes, réfugiées, viennent nous voir avec une idée et on les accompagne jusqu'à ce que ça devienne une entreprise ou une asso, mais aussi pour des locaux. N'importe qui a envie de créer un projet dans la migration, qui innove dans la migration, que ce soit un service de traiteur ou une association d'aide, on va aussi l'accompagner. Ce qui fait qu'on a près de 300 entrepreneurs accompagnés et je crois que ça peut créer un véritable écosystème et aussi une refonte de l'économie. Parce que les plus grandes innovations de notre siècle, c'est quand même créé par des personnes migrantes et des gens qui viennent de familles de réfugiés. Apple, Tesla, le vaccin Pfizer, c'est des familles de personnes qui ont été forcées de changer de pays. Donc si on encourage davantage ça, peut-être que ça va changer la manière dont on vit, dont on consomme, dont on aime, dont on bouffe. Et je pense que c'est bien. Et nous aussi, on pense que c'est bien chez Care News. Alors, si tu veux bien, on va revenir du coup presque 10 ans en arrière. C'est 2012, je crois, la naissance de Singa, dans Changer la norme. Le propos, c'est qu'on se dit qu'on détricote un peu les choses et qu'on les normalise parce que tout le monde, sans doute, n'a pas envie ou ne peut pas devenir entrepreneur social. Mais l'idée, c'est de montrer comment ça s'est construit au fur et à mesure et comment, soit si on n'écoute que la fin, c'est toujours très impressionnant, alors que généralement, quand on retrace l'histoire, on a plus envie on a moins peur. Alors, du coup, en 2012, vous êtes 3. Donc, toi, tu étais revenu en France. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a quand même un énorme gap jusqu'à maintenant. Les premiers mois ou la première année, est-ce que vous dites on va faire du bénévolat ? Comment vous trouvez aussi les premiers financements ? Et après, on parlera aussi de comment vous avez réussi à faire grandir très très fort Singa. Déjà, on ne s'est pas payé au début. C'est clair qu'on savait qu'on voulait aller très loin. On savait qu'on avait une ambition de créer un vrai mouvement international. Donc, très vite, on a voulu s'équiper aussi. S'équiper, s'outiller, se former. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a gagné des concours autour de l'entrepreneuriat social. À l'époque, il y avait le concours SFR Jeunes Talents Entrepreneur Social. On a eu des bureaux à la ruche. Et très vite, Nathanaël Moll est devenu fellow Ashoka, ce qui nous a aussi permis de nous former. Mais derrière, oui, il y avait une grosse difficulté parce que moi, je passais 12 heures par jour, tous les jours, pas de week-end, à faire que du Singa. Forcément, c'était compliqué. Ma mère me demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Un jour, elle m'a vue sur BFM et elle a compris que j'avais un vrai... elle s'est dit, ça y est, ma fille a un vrai travail. Et par ailleurs, moi, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'en parlais tout le temps à mes potes, à mon mec. Et d'ailleurs, merci à lui de m'avoir soutenu toutes ces années parce que des copains, j'en ai perdu pas mal aussi. Et c'est vrai, tu passes ton samedi soir en apéro avec tes copains qui ont le même âge, qui galèrent, qui viennent de finir leurs études, qui cherchent un taf ou qui sont au 8e stage. Et ils me disaient, mais arrête avec tes histoires de réfugiés, là, tu nous saoules. Il y en avait un ou deux qui le disaient, mais tout le monde le pensait et c'était vrai. Et en fait, même si Singa s'est développé, c'est devenu une belle histoire très vite, je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai compris qu'il fallait aussi que je prenne du recul parce que je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais l'énergie de refaire 3 ans de ma vie en faisant des petits boulots à côté. J'étais consultante RSE, genre 2 jours par mois, ce qui me permettait plus ou moins de payer un loyer, 2-3 jours par mois.
Et je cumulais plein de choses en même temps. Donc, c'était pas facile. Ouais, mais c'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire parce que je pense qu'on est plusieurs à penser qu'on recommencerait pas. Enfin, qu'on recommencerait pour le but, mais si on avait su à quel point ça serait difficile physiquement et intellectuellement et psychologiquement de donner tout ce qu'on a, on hésiterait peut-être, mais je suis sûre qu'on le referait en fait au fond de nous. Donc au début, tous les trois, vous mettez beaucoup d'énergie. Et comment vous structurez ? Vous avez été accompagnés, vous avez gagné beaucoup de prix. Est-ce que ça a grandi très vite ou est-ce que ça a stagné ? Comment est-ce que vous avez choisi de faire une asso ? Est-ce que vous êtes allé chercher beaucoup de mécénat ou au contraire, est-ce que vous avez décidé plutôt de partir sur des prestations ? Au départ, on voulait faire un peu tout. On voulait avoir un modèle économique, on voulait avoir une asso aussi. Enfin, un modèle hybride. Ouais, mais en explorant tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, Singa, c'est que 5% des revenus qui viennent de Presta. Enfin, moi, j'appelle pas vraiment ça un modèle hybride. Ce serait bien qu'on ait plus, mais bon, pour ça, il faut aussi des ressources. Enfin, c'est toute la question de où est-ce que tu mets tes ressources quand t'en as. La première fois qu'on a eu un financement, donc il y a eu Ashoka et puis il y a eu les Nations Unies. Ça nous permettait à peine de nous payer 1 000 € par mois en auto-entrepreneur. Le vrai moment pour moi où il y a eu un passage à l'échelle, c'est quand on a créé une plateforme d'accueil de personnes réfugiées chez l'habitant. C'était en 2015. Il faut savoir qu'entre 2012 et 2015, la question des réfugiés, tout le monde s'en foutait. Oui, c'était très précurseur comme sujet. Personne ne savait de quoi on parlait. Bachar al-Assad était encore le meilleur ami de beaucoup de chefs d'État démocrates. Je pouvais faire des rendez-vous avec des institutions en parlant de la plateforme. On me disait, mais attendez, ça sert à rien, il n'y a pas de réfugiés. En fait, vous avez vu les chiffres de Syriens forcés de se déplacer. Puis c'était pas encore arrivé sur la scène médiatique, en fait, tout ça. Et on lance la plateforme un 20 juin 2015, journée mondiale des personnes réfugiées. Et l'été passe, puis on a genre 3 inscrits et demi, et c'est en général nos potes. Et fin août, j'ai un appel de Canal+, qui me dit « On veut l'exclure, on va faire un reportage en prime time sur votre plateforme. » Je suis « Ah bon ?» Et en fait, du jour au lendemain, les médias, comme il y avait... À la fin de l'été, les médias ont senti que ça allait être le sujet de la rentrée. Parce que, effectivement, la Syrie, et puis l'Irak, et puis l'Afghanistan, il y a des milliers de personnes qui se sont déplacées. Et ça a fait tout ce qu'on a pu entendre au JT pendant des mois en 2015 sur la crise des réfugiés. C'est devenu un sujet médiatique. En vrai, il n'y a pas eu de crise des réfugiés en France. Il y a eu effectivement des millions de personnes, il y a toujours eu des millions de personnes qui ont été obligées de se déplacer et fuir leur pays. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'Europe a aussi contenu en finançant des États frontaliers qui, eux, étaient censés un peu faire barrage. À part l'Allemagne qui a accueilli 1 million de personnes et Merkel qui a dit « parce que c'est notre devoir », en vrai, on n'a jamais dépassé vraiment 30, 40, 50 000 personnes d'accueillis en France. Non, mais la vision qu'on en avait, parce qu'il y a eu toute une vague médiatique où il y avait un ressac permanent de chiffres, et je pense que plus tu vois les choses de près, plus elles peuvent saisir l'opinion médiatique ou inquiéter certaines personnes, ou au contraire motiver certaines personnes à agir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment très fort qui a continué après. Il me semble que c'est l'époque aussi où il y a eu les programmes, peut-être pas Codico à l'époque, mais il y a eu le lancement de tous ces programmes d'accompagnement. Un écosystème est né. Alors, nous, le moment où ça a fait la différence, c'est qu'on est passé à la télé tous les jours pendant 3 mois et sur la plateforme, et qu'en 2 semaines, on avait 12 000 inscrits pour accueillir des personnes chez elles. Donc, juste pour que tu rappelles, ça ne s'appelle plus Calme, je crois. Ça s'appelle J'accueille. Ça s'appelle J'accueille. C'était comme à la maison, c'est devenu J'accueille. C'est des particuliers qui proposent une chambre entre 3 mois et 12 mois. Et nous, on accompagne, on fait la mise en relation et puis la médiation. Et puis, on travaille avec des assos qui font l'accompagnement social. Nous, notre taf, c'est vraiment la mise en relation et le matching, en quelque sorte. Et du coup, je me souviens, on faisait des réunions d'information à coût de 200 personnes dans des mairies, dans des théâtres. C'était incroyable. Et très vite, du coup, on a été contacté par des fondations, des entreprises. On a été lauréat de La France s'engage à ce moment-là. On s'est retrouvé de 1 salarié à 10 salariés en 3 mois. Ce qui est franchement pas facile. Moi, je me suis retrouvée directrice générale à l'époque d'une asso, mais aujourd'hui plus grande, il y a 150 salariés aujourd'hui. C'était pas facile non plus. Et surtout, quand on se retrouve avec de l'argent du jour au lendemain, comment on gère ça et comment on sait rebondir sur cette vague? Parce que l'accueil chez l'habitant, c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est la mise en relation, c'est l'événementiel et surtout l'accompagnement d'entrepreneurs et tout ce qui est écosystème de l'innovation. Et en fait, très vite, on a aussi utilisé cet argent qu'on a reçu en partenariat avec plein d'institutions pour dire on va créer notre premier incubateur. Et du coup, c'est là qu'on a accompagné TOT, Meet My Mama, Codico,
plein d'organisations justement qui sont nées. Et moi, je suis très fière aujourd'hui de voir cet écosystème en fait qui existe en France, qui a innové sur la migration et que Singa ait joué une petite part dans ça. Je trouve ça très chouette. Je vais te poser une question qui est faussement naïve, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça a de spécifique, l'accompagnement de Singa et d'accompagner des personnes réfugiées ? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire ? C'est parce que les autres incubateurs ouvraient pas leurs portes ou c'est parce qu'il n'y avait pas les compétences nécessaires ? Alors, d'une part, oui, parce que le monde des startups et des incubateurs, c'est quand même un monde un peu blanc, monochrome, viriliste, très, très blanc. Autoritaire, tout ça, qui parle un langage assez propre à l'écosystème. Et puis, les personnes qui arrivent en France, qui parlent pas forcément la langue, mais qui, par ailleurs, connaissent pas forcément ces codes et qui ont du mal à voir l'écosystème de l'entrepreneuriat aussi. Enfin, les assos d'accompagnement de demandeurs d'asile ou personnes migrantes et réfugiées, elles sont pas non plus formées, en fait, pour ça. Et c'est normal. Les travailleurs sociaux qui vivent dans des conditions difficiles, souvent en précarité, avec une grosse pression, on va pas en plus leur demander de tout connaître sur l'univers de l'entrepreneuriat, des startups, de l'investissement, de l'impact, de la finance. Et du coup, il y avait un trou dans la raquette. Et c'est clair que quand on rencontrait des gens, la moitié des entrepreneurs nouveaux arrivants qu'on accompagne étaient déjà entrepreneurs dans leur pays d'origine. Soit ils avaient monté des usines de distillerie d'alcool en Irak ou des boîtes de production de café ou des restos. Et l'autre moitié ne l'était pas. Mais en fait, en faisant le parcours migratoire, ils ont eu l'idée du projet. Ou en arrivant en France ou en Allemagne, ils ont eu l'idée du projet. Je pense à Firas, par exemple, qui a monté en Allemagne, on l'a accompagné il y a 2 ans, un téléphone en carbone, donc technologie de l'espace, parce qu'en faisant le parcours migratoire à pied depuis la Syrie, il s'est aperçu que son téléphone, son iPhone, c'était tout pourri. Et il avait besoin de créer un téléphone qui pouvait résister à des conditions difficiles et dont la batterie ne mourrait jamais. Et ça, c'est un super exemple de « Ah tiens, j'ai eu une idée, et en fait, je l'ai fait ». Aujourd'hui, le téléphone existe, ça s'appelle Carbone Mobile. Et donc, tu as tout cet accompagnement spécifique à l'entrepreneuriat. Vous avez formé combien d'entrepreneurs aujourd'hui ? Là, il y a 300 entreprises qui sont sorties de l'écosystème. Et après, ça commence à faire. Je peux pas exactement dire combien d'entrepreneurs ont été formés parce que on propose de l'idéation, de l'incubation, de l'accélération. Donc, les gens qui viennent et qui font 3 ateliers d'idéation, je vais pas dire que faut pas non plus mentir sur les chiffres, quoi. C'est, il y a l'impact réel, il y a combien sortent derrière, soit avec le projet qui est créé, un revenu, des salariés, un chiffre d'affaires, etc. Soit sortent et en fait ils sont arrivés en disant moi je vais ouvrir un resto et puis au bout de 3 ateliers d'idéation ils disent non en fait mon vrai métier c'est cuisinier et j'ai pas envie d'être entrepreneur. Et du coup ça crée aussi de l'impact indirect parce que derrière ils savent un petit peu mieux où se positionner sur le marché du travail. Au départ Singa c'était français, ouais, mais maintenant ça a beaucoup grandi. Pourquoi est-ce que la communauté Singa, vous avez décidé d'essaimer après la région aussi sur d'autres contrées ? Alors, la chose à ne pas faire, c'est de décider d'essaimer dans d'autres contrées, dans mon expérience. Vous n'avez pas décidé ? Non. D'accord. En fait, comme c'est un mouvement, et je crois que c'est assez contemporain aussi, et ça correspond à une génération, de proposer un mouvement dans lequel chacun peut s'inscrire à un moment T et faire quelque chose et s'épanouir. Mais en fait, des gens nous ont appelés, nous ont dit, moi, je veux faire Singa à Berlin, je veux faire Singa à Montréal, je veux faire Singa à Bruxelles. Ça venait d'impulsion locale. Ouais. Et du coup, on a créé très vite les process pour que n'importe qui, n'importe où, soit en capacité de créer son Singa dans son pays et dans sa ville. Et aujourd'hui, c'est des process qui sont assez aboutis. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas y arriver parce qu'il y a quand même une dimension entrepreneuriale. On ne va pas donner des fonds pour que quelqu'un crée quelque part. Le groupe de personnes, le groupe d'entrepreneurs qui montent un Singa, ils vont aller chercher leurs financeurs. Mais pour nous, en fait, c'est que moi, Alice Barbe, je ne vais pas prétendre aller au Maroc et faire Singa. Alors qu'il y a des gens formidables au Maroc qui peuvent faire Singa. Donc, notre taf, c'est de leur prêter la marque, de les incuber. En fait, on s'auto-incube. Les 17 villes dans lesquelles Singa est présent, c'est de l'auto-incubation. Et on a un siège, en gros, avec des équipes dédiées qui sont là pour leur filer tous les outils, les former, leur faire les bonnes mises en relation au sein du réseau, mais aussi en extérieur du réseau avec nos partenaires. Et vous êtes présent dans combien de pays ? 7. 7. En Europe et au Canada. Bon, ça va continuer à grandir, je pense. En tout cas, le trend, comme on dit en Startup Nation, est bon. Je voudrais bien, avant qu'on parle d'entrepreneuriat social et du paysage français, j'ai une dernière question un peu pratico-pratique. Vous avez reçu des fonds de fondations, etc. Et moi, ça m'intéresserait d'avoir, ça intéresserait tout le monde, je pense, d'avoir ton regard sur la manière dont les grandes entreprises se sont saisies du sujet.
Parce qu'en fait, il y a eu toute une vague, on a vu beaucoup, donc il y a les entrepreneurs, mais aussi des gros groupes qui ont mis en place des politiques d'emploi ou des politiques d'accompagnement. On les voit un petit peu moins aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est un effet médiatique. Là, pour le coup, j'avoue mon ignorance. Comment est-ce que tu as perçu ça, toi ? Moi, je pense qu'au début, il y avait une très forte volonté, mais sans réelle connaissance. Parce que, encore une fois, la migration, c'est quelque chose qu'on voyait à la télé. Quand tu tapes réfugié ou migrant sur Google, les images sur lesquelles tu tombes, elles font chialer. Enfin, c'est des groupes de personnes dans une misère ou une souffrance totale ou sur des bateaux. Enfin, c'est ça l'image aussi qui est dominante. Nous, on proposait une autre image et quand des entreprises venaient nous voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut embaucher, sachant que on ne s'est pas positionné sur l'emploi parce que ce n'était pas au cœur de notre ADN. Mais on est très content d'avoir accompagné plein de projets qui, eux, se sont positionnés sur l'emploi. Mais c'est qu'on disait aux entreprises, d'abord, apprenez à connaître le public. Parce que vous ne pouvez pas dire les réfugiés, ça ne veut rien dire les réfugiés. Tu as des gens diplômés, des gens pas diplômés, des gens créatifs, des jeunes, des vieux. Enfin, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une masse informe. Il y a des singularités. Et du coup, on a commencé à faire beaucoup de prestats, d'ateliers d'intelligence collective, animés par des membres de notre communauté, des personnes réfugiées et migrantes qui venaient et qui racontaient leurs histoires, simplement pour un peu ouvrir les chakras des responsables dans le monde des entreprises. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a provoqué un changement systémique, mais ce qui est certain, c'est que nos partenaires ont commencé à se poser des questions sur leur posture, sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on est aussi sollicité pour accompagner des grosses boîtes sur comment, par exemple, intégrer la migration dans leur modèle économique ou dans leurs offres. Que ce soit, par exemple, des assurances, que ce soit des banques, de dire, en fait, oui, il y a un enjeu. Est-ce que les personnes réfugiées, elles ont accès au système bancaire? Est-ce qu'elles ont accès aux assurances? Comment est-ce qu'on peut les prendre en compte dans notre modèle économique, s'adresser directement à elles et créer des services qui sont adaptés pour qu'elles n'aillent pas, enfin, qu'elles finissent pas en vulnérabilité déjà, et qu'elles aient accès à des services comme tout le monde. Je pense par exemple aux lignes téléphoniques. Moi, j'ai une ligne, c'est Free. La plupart des gens que je connais qui sont des Parisiens, ils vont avoir une ligne chez Orange, ils vont avoir une ligne chez SFR. Mais en fait, les nouveaux arrivants, ils vont pas chez ces opérateurs, ils vont chez Lyca Mobile parce que, en fait, pour avoir une ligne téléphonique mensuelle avec un forfait 5G ou 4G, il faut une adresse, il faut un compte en banque. Et ça, c'est compliqué, en fait, à avoir quand tu arrives dans un pays. Une fois que tu as tes papiers, il faut avoir une adresse, il faut avoir un compte en banque. Et en fait, tout ça, ça rend pas les choses faciles. Donc, on va davantage se tourner sur des opérateurs différents. Je dis pas que Lyca Mobile, c'est nul, mais c'est une autre manière de consommer. Et du coup, quand les opérateurs un peu plus généraux se posent la question de comment intégrer les nouveaux arrivants dans leur base client, faut leur dire, en fait, il y a un enjeu de compte en banque, il y a un enjeu d'adresse, il y a un enjeu de facilité, il y a un enjeu de compréhension. Est-ce que vos services sont en anglais ou pas? Lyca Mobile, oui. Les services sont en anglais. Merci, Alice. Alors, on va faire une petite transition. J'aimerais bien qu'on parle d'économie sociale et solidaire et d'impact. Mais avant, est-ce que tu veux bien... Alors moi, je l'ai lu, mais j'ai pas envie de spoiler. J'ai lu ton livre. Voilà, on n'est pas engagé, on le devient. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire un témoignage qui est assez personnel et où tu ouvres et tu fermes un certain nombre de portes? Je vais pas te demander le but d'un livre parce que généralement, il y en a pas. Moi, je peux dire que ce qui m'a le plus marqué, parce que je suis journaliste, c'est la manière dont on regarde les gens et dont on les présente. Et en fait, c'est de choisir le bon prisme, ou le prisme engagé pour décrire les personnes. Mais du coup, voilà, pourquoi un témoignage comme ça après 10 ans? Est-ce que c'est un bilan de Singa ou est-ce que tu ouvres une nouvelle porte? D'abord, ce livre, je l'ai écrit après être rentrée d'1 an à être formée par le président Obama et ses équipes, ce qui était un ouragan dans ma vie que j'avais besoin de digérer. Je ne savais pas encore à l'époque que ça pouvait être la fin d'un chapitre de ma vie, mais en tout cas, j'avais besoin de poser sur papier ces presque 10 années de roller coaster, quoi, de looping dans tous les sens, où il y a eu des choses formidables comme il y a eu des choses horribles. Enfin, ça n'a pas toujours été ça. Moi, en plus, j'ai été beaucoup victime de cyberharcèlement, de gens qui littéralement voulaient me tuer. Et en fait, psychologiquement, il fallait aussi que je fasse le point sur tout ça. Est-ce que j'avais vécu? Est-ce que j'avais envie de vivre pour le reste de ma vie? Et surtout, après avoir rencontré le président et travaillé à ses côtés, en rentrant, il y a un peu cette réflexion en moi qui s'est dit, moi, entrepreneur social, je peux pas dire que je fais de l'innovation pendant plus de 10 ans dans la même organisation, parce que c'est pas vrai, on fait pas de l'innovation pendant 10 ans. Je pense qu'il faut passer le bâton. Donc, actuellement, je suis en transition et oui, je pense qu'il est temps pour moi un peu de passer le flambeau de Singa, tout en restant, bien sûr, dans les parages, dans le conseil d'administration. Mais ouais, je crois que ce que je voulais laisser avec ce livre, c'était un peu un témoignage et une forme de passage de bâton. Et c'est vrai que la fin du livre, elle est aussi axée là-dessus, un appel
un appel à l'engagement assez massif sur beaucoup plus de causes que la migration, sur le climat, sur le genre, sur toutes les urgences monumentales, le big data, la tech, auxquelles on est en train de faire face et qui font que j'ai l'impression qu'on a un compte à rebours d'activer. Et j'ai pas envie que ce soit à mon fils de porter ça sur ses épaules. Ouais, on sent une certaine urgence dans les sujets et surtout une urgence à s'en saisir et à bien s'en saisir. Du coup, ça fait presque 10 ans que tu es entrepreneur social. Je vais te poser une question traditionnelle à changer la norme. Et du coup, là, c'est un peu la casquette plus entrepreneur social que Singa. C'est de manière globale quand tu vois tout l'écosystème, que ça soit de la tech for good ou vraiment l'économie sociale et solidaire plus traditionnelle. Comment tu l'as vu évoluer en 10 ans ? Super bien. Alors, moi, j'y connaissais rien, l'entrepreneuriat social, quand j'y débarquais. Et puis, je regardais ça un peu de loin. Mais j'aurais jamais pensé que je serais entrepreneur. Je connaissais rien au business. J'ai fait Sciences Po, donc je sais pas trop ce que je savais faire, à part des PowerPoint. Non, bon, peut-être un peu plus. Mais voilà, c'était pas du tout mon écosystème. Et puis, finalement, j'ai appris en marchant. Je crois qu'au départ, c'était une niche. Mais tellement de personnes s'en sont emparées ces dernières années. Et je pense qu'on doit beaucoup aussi au mouvement Impact France et au travail de Jean Moret et Vassadoun ces dernières années pour avoir aussi apporté un vent de fraîcheur à cet écosystème en disant, en fait, ça ne devrait pas être une niche, il y a beaucoup de ponts à créer sur plein de sujets. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être vu, regardé un peu de haut par le CAC 40 ou le MEDEF, même si il y a des acteurs au CAC 40 qui font beaucoup de choses très belles sur l'entrepreneuriat social, mais ça doit exister à part entière et être tout à fait pris au sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui, notre plus gros enjeu dans l'ESS, ou tout ce qui est social business, c'est un enjeu de crédibilité. Il faut qu'on nous prenne au sérieux, on nous prend au sérieux, mais il faut qu'on nous prenne au sérieux vachement plus, en fait. Parce qu'effectivement, il y a l'urgence et malheureusement, on vit dans un monde régi par des formes de puissance plus ou moins obscures. Je pense à des gens comme Trump, par exemple, que je trouve assez obscurs, qui regardent avec beaucoup d'ironie, en haussant à peine un sourcil, ce que nous, on est en train de faire. Et là, on a un très, très gros enjeu de faire des bonnes alliances et de faire parler de nous et d'embarquer un maximum de personnes. Merci Alice. On va passer aux questions de la fin. Le but du jeu, c'est de répondre rapidement et en une phrase, du tac au tac. Quelle est la raison d'être de Singa ? Changer le regard autour de la migration et faire reculer la haine. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Bon, tu as eu accès au président Obama pendant 1 an, donc je pense que cette question est un peu faussée. Mais si demain, tu avais un dîner avec quelqu'un d'autre que Barack Obama et que tu pouvais le convaincre d'un truc, tu choisirais qui ? Je suis un peu désenchantée là, donc. D'accord. Okay. La présidente qui sera élue en 2027. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Elles sont chaudes tes questions. C'est toujours les mêmes depuis 3 ans. En vrai, moi je milite beaucoup pour l'éco-conditionnalité dans les plans de relance divers et variés, surtout en ce moment. Et notamment, c'est le grand message du mouvement Impact France. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? On s'en fout du fric. Alors, parfois t'es pas d'accord. Hein. Et la somme pour laquelle tu pourrais taire un scandale politique ? Aucune. Tu n'as pas de prix. Ah non. T'as bien raison. Merci beaucoup Alice. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.